Les armes, encore des armes, une question récurrente en Corse. Les Corses auraient un goût immodéré pour les armes à feu. En termes de possession d'armes, la Corse bat des records statistiques. Avec son côté spectaculaire toujours mis en avant et dont sont friands la littérature, le cinéma et les médias, cette image colle à la Corse et aux Corses. Mais comment est-elle née? Comment perdure-t-elle? Et surtout, est-ce une réalité? Si tu donnes un coup, si elle te scape par terre, il faut me le dire. Sinon, je la garde moi. Mon père chasse, mon frère chasse, ma famille du côté de ma mère chasse, donc on est tombé dedans quand on était petit, quoi. À 12 ans, 13 ans, j'ai commencé avec mon père qui me prêtait le fusil, avec un tube réducteur, avec des cartouches de 14 dedans, tirer les crives, les merles. Après, je dirais, il m'a familiarisé avec les armes, il m'a appris les règles de sécurité et tout, et après j'ai commencé à chasser seul depuis que j'ai passé mon permis. Maintenant, je peux comprendre qu'une personne qui vient de l'extérieur peut nous traiter de sauvages parce qu'on va tuer un sanglier, parce qu'il y a du sang, parce que... je dirais, mais... Enfin, la finalité n'est pas non plus l'animal mort, quoi. C'est que c'est tout ce qui va autour, tuer pour tuer, on est des chasseurs, pas des tireurs, quoi. Alors, moi, je me souviens quand un de mes camarades, qui était plus âgé que moi, quand son père lui a acheté la première carabine pour aller à la chasse. Bon, moi, j'étais plus jeune, je ne pouvais pas, donc je le suivais. Mais évidemment, je tirais, il me faisait tirer, alors on partait ensemble, on se cachait dans le maquis pour tirer les merles, les geais. Donc, on était des espèces de tartarin de Carrasco, on partait dans le maquis, on partait avec les fusils, mais on savait s'en servir, parce qu'on nous avait déjà appris ça, voilà. Mais en même temps, il n'y a pas simplement ce premier contact des armes, c'est aussi on découvre le pouvoir des armes et la mort. On a une présence de la chasse en Corse qui fait qu'on a une forte présence de l'arme. Ça, c'est pour le côté savoir-faire. Et on a un nombre d'invasions et d'occupations et de dominations tellement énorme qu'on a une présence de l'arme, là aussi, une capacité aussi à prendre les armes que les autres populations n'ont pas. Donc là, pour le coup, ouais, il y a un particularisme qui est dû à l'histoire, hein. Il n'y a pas d'obsession autour de l'arme et il n'y a pas de rejet de l'autre. Très clairement, le sentiment d'oppression a toujours été présent en Corse depuis Pise, depuis le XIIe, XIIIe siècle, parce qu'avant Gênes, il y avait Pise. Bon, après Gênes, il y a eu la France, on en est encore là, on est en 2014. Hein, mais bon, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Il y a un sentiment. Ça ne veut pas dire que la France opprime forcément ou oppresse la Corse, mais il y a le sentiment d'oppression est toujours quelque part latent. De tout temps, la Corse a été convoitée. Au carrefour des civilisations, elle n'a de cesse d'être attaquée et envahie. Après Pise, la Corse va entrer dans 400 ans de domination génoise. Au XVIe siècle, suite aux tentatives d'invasion ottomane, les premières armes à feu, les arquebuses, débarquent dans l'île. C'est la démocratisation des armes. Les Corses, rompus à leur maniement, sont recrutés dans les armées de Méditerranée, à Venise, au Vatican, dans la République de Gênes ou encore au service de la France.
les Corses étaient considérés comme les meilleurs combattants ou des combattants vraiment excellents. C'est-à-dire qu'ils avaient la capacité non seulement d'avoir du courage, de l'énergie, de bien manier les armes, mais en même temps d'avoir une cohésion entre eux. Donc ça évoque évidemment cette organisation de la société. Ce ne sont pas des sauvages, vous voyez ce que ça veut dire. Ce ne sont pas des sauvages qui vont comme ça avec un gourdin. Non, ce n'est pas ça du tout, ce ne sont pas des tueurs. Le fait d'être armé soi-même était un signe de citoyenneté. Voilà, je suis citoyen corse, etc. J'ai mon pistolet, j'ai mon fusil, etc., etc. Et donc, un petit peu comme les Américains, dont on rappelle assez souvent leur attachement aux armes, les Corses ont eu ce même attachement aux Suisses. Les Suisses sont une population extrêmement armée encore aujourd'hui, puisqu'ils ils font leur propre défense, hein, c'est le principe. Et donc, les Corses, effectivement, étaient armés de manière tout à fait spectaculaire. Et aux origines des révolutions de Corse, comme aux origines de la révolution américaine, j'ai la question de l'armement. En 1715, le port d'armes est interdit en Corse. Gênes, qui vendait jusque-là des armes aux insulaires, met en place l'impôt des doué-seignes pour compenser la perte financière. Cet impôt va engendrer un conflit sans précédent, aboutissant en 1729 à la Révolution de Corse. Après 40 ans de lutte, l'arme à la main, Paoli arrive au pouvoir en 1755, proclamant ainsi l'indépendance. Pendant son gouvernement, Pasquale Paoli établit une constitution qui garantit le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour assurer la protection de l'île, il lève une armée. Dans le système français, c'était les nobles qui portaient les armes. En Corse, c'est un autre système, c'est-à-dire que tout le monde a une arme, puisque tout le monde se considère comme un homme libre. Donc le fait de porter une arme, c'est le signe que je suis un homme libre, un citoyen, voilà. Mais cette arme, évidemment, je la mets au service de la nation, je la mets au service de l'ensemble. Sous Pascal Paoli, en Corse, les soldats de Pascal Paoli, à part les étrangers, des soldats étrangers qui étaient des mercenaires, des professionnels, c'était des volontaires. Voilà, donc des volontaires, et ça restait. Donc il y a, en quelque part, moi je dis quelque part, en Corse, il y a une armée de volontaires qui sommeille, je dirais. Il est resté quelque part cet atavisme de dire eux sont armés, moi je peux me défendre. Si on m'attaque, personne ne va vous attaquer, évidemment. Mais on s'y amaille, voilà. Donc, oui, je suis d'accord avec ce sentiment qui est un peu curieux, mais qui fonctionne en binôme. Le désir de liberté et le fait de posséder une arme et de l'avoir sur soi. En 1769, lors de la bataille de Ponteno, Paoli est vaincu. La Corse devient française. Mais les Corses ne perdent pas que leur liberté. Après ces années de lutte, l'image du Corse libre, combattant seul contre l'immensité, est altérée. La fabrication d'une mythologie se met en place. Lorsque la Corse se révolte en 1729, il est évident que petit à petit, les Corses vont s'imposer militairement, les Génois vont faire appel à des forces extérieures. Mais il est évident que lorsque le conflit devient international, eh bien, les Génois sont obligés de se défendre et de justifier leur politique de répression en Corse. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire? Logiquement, qu'est-ce qu'on dirait, hein? Ils vont dire, les Corses sont des paresseux, sont des bons-à-rien, ils ne savent pas travailler la terre, ils sont indisciplinés, ils sont incapables de s'intégrer dans une civilisation, ce sont des bandits, ils se tuent entre eux, ils s'égorgent entre eux, bon voilà. Donc les Génois vont répandre des libelles partout dans toutes les cours européennes pour montrer le côté sauvage des Corses. Et donc l'image du héros disparaît et est remplacée petit à petit par cette image du bandit crapuleux. Et c'est malheureusement cette image-là qui va prédominer, qui va s'imposer dans la représentation moderne de la Corse.
On a après la construction d'une image de l'île qui s'est faite par l'extérieur, avec la littérature française par exemple, avec l'image du bandit, l'image du chasseur, comme on va avoir l'image du sauvage et l'image du Corse rebelle qui ne répond à aucune des lois qu'on lui impose, etc. Et cette image-là, qui est vraiment perverse, c'est bâtie et est devenue quelque chose, une imagerie officielle. On a la même chose avec les médias aujourd'hui, hein. Au moment de la quitter, je l'attirai dans ma chambre. Et tout en établissant minutieusement que je ne voulais point lui faire de cadeau, j'insistais, me fâchant même, pour lui envoyer de Paris, dès mon retour, un souvenir de mon passage. Elle résista longtemps, ne voulant point accepter. Enfin, elle consentit. « Eh bien, dit-elle, envoyez-moi un petit revolver, un tout petit. » J'ouvris de grands yeux. Elle ajouta plus bas, confidentiellement, quand me confie un doux et intime secret. « C'est pour tuer mon beau-frère. » Cette fois, je fus effarée. Ceux qui vont lire Maupassant, ceux qui ont lu Mérimée, effectivement, cherchent en Corse un exotisme. On a l'impression que la Corse se situe à des milliers de kilomètres hors de la civilisation, alors qu'elle est à 80 km de Rome, au cœur de l'Europe, au contraire. Bon, donc elle en fait une terre étrangère, une terre exotique, et finalement, elle va représenter la Corse, pour ces gens-là, l'archaïsme, la sauvagerie, au cœur même de la modernité européenne. Ils rentrèrent en silence dans leur maison. Orso monta dans sa chambre. Un instant après, Colomba l'y suivit, portant une petite cassette qu'elle posa sur la table. Elle l'ouvrit et en tira une chemise couverte de larges taches de sang. « Voici la chemise de votre père, Orso. » Et elle la jeta sur ses genoux. « Voici le plomb qui l'a frappé. » Et elle posa sur la chemise 2 balles oxydées. « Orso, mon frère, cria-t-elle, en se précipitant dans ses bras et en l'étreignant avec force. « Orso, tu le vengeras. » Elle l'embrassa avec une espèce de fureur, baisa les balles et la chemise et sortit de la chambre, laissant son frère comme pétrifié sur sa chaise. Pour moi, Mérimée, c'est un fou. C'est quelqu'un qui arrive et qui vous décrit la vendetta comme étant un acte romantique. La vendetta, il n'y a rien de romantique. Vous voyez le romantisme, vous, lorsque les types viennent tuer quelqu'un, ils rencontrent ta femme, ils lui disent « va chercher la viande de ton mari ». Non, je veux dire, c'est quelque chose de tout à fait tragique et qui a été héroïsé à travers un ouvrage qui est Colomba, et pour moi, qui a été héroïsé complètement à tort, mais qui a fabriqué dans l'imaginaire insulaire une construction qui est une construction dont nous avons du mal encore aujourd'hui à nous départir. Avec ses fables sur la vendetta et son Matteo Falcone, Mérimée fait du bandit d'honneur un personnage stéréotypé de l'imagerie corse. Le bandit, il a toujours fait rêver quelque part, parce que c'est en quelque... Je ne sais pas si c'est vraiment l'homme libre, en fait, maintenant, quand je réfléchis, il n'était pas si libre que ça, mais il est en dehors de tout. Et quelque part, le bandit, c'est avec le berger, c'est ce qui est le plus proche de la nature en Corse, parce qu'il ne subit plus les lois des êtres humains. Ma grand-mère me racontait aussi qu'elle avait connu le bandit Castelli, qui était célèbre dans la région, donc qu'il envoyait chercher à manger quand il avait besoin, et donc elle était obligée d'obéir. Ils n'étaient pas tous gentils, les bandits, hein. Voilà. Ils étaient aussi méchants des fois. Ils étaient très dangereux aussi, hein. Il y a un imaginaire du bandit, y compris dans le côté romantique ou romantisé du bandit d'honneur, du bandit généreux, du bandit Robin des Bois, etc. Ce qui est une blague, hein, ce qui est une blague. Le bandit vertueux qui a de la morale, qui répand le bien autour de lui, c'est une sombre blague. Le bandit est égoïste, il pense avant tout à l'argent, il n'en donne que s'il veut bien à ceux qu'il aime bien, et puis il n'a pas plus de morale aujourd'hui qu'il y a 40 ans ou 60 ans. Ses problèmes, il les règle par la violence. Enfin, voilà. Ça, c'est toujours une blague, surtout une blague des vieux, hein, des vieux bandits un peu repentis ou sur leurs vieux jours, sur le mode comme c'était bien autrefois et de mon temps, et blablabla.
pourquoi est-ce qu'on a une telle fascination pour les bandits, pour les gangsters? Quand on voit le nombre de films qui sont faits sur le grand banditisme, les gangsters, la mafia, la police, enfin, tout ce qui est violent, quoi, voilà, il y a une fascination absolue là-dessus. C'est vrai qu'en Corse, on a eu droit au feuilleton Mafiosa, qui est, alors là je vais choquer des gens, qui n'est pas si mal fait d'un point de vue télévisuel, etc. Moi, il me choque parce qu'il s'appelle Mafiosa avec la carte de la Corse. Ce qui a l'air de dire bon, bah, tous les Corses sont des mafieux. La Corse est un foisonnement de mafieux, il y a des mafieux là-dedans. Donc c'est donc un cliché, une image qu'on diffuse auprès des gens qui est fausse, carrément fausse, et donc très dangereuse. Per lo mio sangue, Francesco Paoli, sarà vindicato. Moi, son père, je vais faire ce qu'il faut. Chiami i gendarmes, même aspetto-vous. Le Corse aujourd'hui, pas vous et moi, mais celui qui est un petit peu en perte d'identité, par exemple qui ne parle pas la langue ou qui ne monte pas spécialement au village, qui se sent en tout cas un petit peu exclu de ce qu'il estime être la Corse, se dit ben voilà, qu'est-ce qui fait qu'on est Corse? Alors si on est armé, on respecte pas forcément les lois, on parle un peu fort, voilà. Et ce folklore-là, finalement, va se substituer à une c'est un peu, je prends des raccourcis, hein, mais ce folklore va se substituer un petit peu à ce que nous sommes réellement. Et c'est cette image-là qui a été bâtie, qui continue d'être alimentée depuis des générations, par l'autre, par celui d'en face, va finalement devenir presque une image logique pour les Corses qui sont aujourd'hui en perte d'identité ou en quête en tout cas d'une identité perdue. Donc tout ça fait que l'un dans l'autre, on va se projeter une image qui n'est pas la nôtre, ce que j'appelle la mise à l'index identitaire hein, dans mes travaux, et on va devenir véritablement ce que les autres pensent qu'on est. Et au point qu'on en oublie que ce n'est pas une réalité, ni une vérité donc, et pourtant ça va devenir notre vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on va même nourrir cette image. Donc voilà, c'est véritablement une imagerie qui marche bien parce que nous, peut-être, on aime bien aussi être dépeints comme ça. Ça nous donne une identité. Le Corse se reconnaît, on est différent des autres. Vous retrouvez aussi le même questionnement chez les Basques. Hein. C'est ce qui fait la complexité et à certains égards, je pense, une certaine souffrance identitaire de beaucoup de Corses, que d'être au fond pris, écrasé, hein, entre d'un côté un imaginaire qui est quand même très très vif, très pesant, qui est là, et pourtant qui ne correspondent pas à la vie quotidienne de l'immense majorité des gens, hein, et qui eux, de fait, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont, dans leur goût, leur pratique, ressemblent quand même très fortement à ceux qui sont un peu n'importe où ailleurs en Europe, pour aller vite, on va dire. Bon. Et en même temps, qu'ils sentent bien qu'ils ont quand même quelque chose de particulier. Alors quoi précisément? Voilà, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais enfin, c'est tout le problème plus généralement de qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui que la société corse, qu'est-ce que c'est qu'être un Corse aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Dans les années 70, le mouvement nationaliste corse clandestin vient réactiver l'image du Corse armé. Au départ, c'était des gens de ma génération, donc, où on avait déjà une certaine façon de... on savait manipuler des armes. Puis moi, personnellement, on formait les gens. Tous les militants, on leur apprenait au moins à se servir d'une arme. Le FLNC, il va créer une véritable icône, c'est-à-dire le ribello. C'est-à-dire ce clandestin, donc inconnu,
plus Tissier. Et d'ailleurs, le FLNC a toujours eu bonne presse en Corse. Quand on nous parle souvent de l'omerta en Corse, par exemple. C'est pas une question d'omerta, c'est que les actions du FLNC, pour la plupart, étaient légitimées par la population de fait qu'elles n'étaient pas politiques, mais sociales. Si à l'origine les armes du FLNC étaient au service d'un combat politique et social, elles vont progressivement dériver vers une lutte plus sanglante. Après, il s'est passé la chose suivante dans les années 90, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une volonté de la part de certaines personnes de faire des rapports de force entre régions, ou entre groupes, entre individus. Certains chefs ont voulu faire des rapports de force. Et ils ont commencé à avoir des armes, à distribuer des armes à des jeunes. Donc on recrutait, on donnait des armes, parce que c'était le meilleur moyen de recruter. Parce que justement, on jouait un peu sur ça, sur l'attirance des jeunes aussi, en disant, avec toute l'image que véhiculait le FLN. Donc certains, pour grossir les troupes, ils ont distribué des armes. Mais ils ont distribué des armes à une nouvelle génération qui n'était pas aguerrie aux armes et qui ne savait pas. Et il n'y a pas eu de formation militaire à ce moment-là. L'arme ne tient pas lieu de discours politique. Quand sous Pascal parle aussi, ils se battaient aussi pour se libérer d'une oppression qu'ils ressentaient eux-mêmes. Et ils avaient un sentiment d'appartenance. Voilà. Donc, après, l'arme ne vient qu'en appui, je dirais. Ce n'est plus qu'un moyen. Voilà. Et là, aujourd'hui, non. L'arme, quelque part, c'est la glorification de l'arme, de ceux qui la possèdent, le combattant, une espèce de Rambo qui, soi-disant, si on le laisse faire, il aurait gagné au Vietnam, mais il a perdu. La grande majorité des personnes assassinées par les FLNC, ce sont des nationalistes. Donc cette guerre qui est larvée, parce que souterraine, etc., ne peut fonctionner que si vous avez des porte-flingues. Et les porte-flingues, on ne les trouve pas à l'université. On les trouve plutôt dans d'autres lieux, je dirais plutôt du monde de la nuit, etc. Donc des personnes appartenant à la voyoucratie, pour être poli, ou au grand banditisme, pour avoir un discours, je dirais, plus approprié. En période de guerre intestine, moi j'ai souvent demandé, par exemple, à des militants de base, pourquoi, en tant que membre du canal historique, par exemple, ils étaient en guerre avec le canal habituel. Ils étaient incapables de m'expliquer pourquoi. Par contre, ils étaient capables de me montrer, je dirais ce que j'appelais tout à l'heure, leur capital guerrier, leur puissance, etc. Et avoir une approche, je dirais, presque mythique du mouvement. Le pouvoir principal, peut-être, d'une arme n'est pas tant l'usage qu'on va en faire, puisqu'on peut ne pas en faire du tout d'usage. Son premier et sans doute plus important pouvoir, il est symbolique. Il est dans la démonstration de force qui consiste à avoir une arme et à montrer qu'on l'a. Le mouvement nationaliste corse a fait très peu usage de la violence armée physique, des armes à feu en réalité. Par contre, il en a fait un usage massif au plan symbolique. C'est tout à fait frappant de voir qu'on s'en servait quasiment jamais, le mode opératoire étant le plasticage, massivement. L'arme à feu, on s'en sert quasiment jamais. Ou quand il y en a un qui s'en sert pour autre chose qu'un règlement de compte interne au milieu, ça provoque un émoi et un scandale généralisé. Bon. Par contre, on va en permanence, ça fait partie, je dirais, du symbole type. Le nationaliste corse ne peut pas être représenté, au fond, sans une arme à feu. Ça fait partie, sans doute que la cagoule et l'arme à feu sont les deux, et puis le drapeau corse derrière. Voilà. C'est vraiment les trois éléments, c'est l'icône. Voilà. C'est une démonstration de force. Ces lance-roquettes américains, ces fusils mitrailleurs, cet étalage d'armement militaire sont là pour le prouver. Le nombre des militants, 5 à 600 rassemblés clandestinement dans le maquis, vise là aussi à impressionner. À quelques heures de l'arrivée de Jean-Louis Debré, alors qu'on parle de négociations, ce déploiement de force n'est pas innocent. Cette fois pourtant, le FLNC est là pour annoncer un signe d'apaisement, la trêve des attentats. Celle-ci se traduira dans un premier temps par une suspension de toutes opérations militaires pour une durée de 3 mois. 1995, Tralonca. Une conférence de presse qui a fait date. À l'origine, le FLNC souhaitait une conférence sans armes. L'histoire en a voulu autrement. L'idée de Tralonca, pour Rossi et les autres, c'était, voilà, nous avons
atteint l'objectif. Maintenant, nous sommes prêts à rentrer dans une phase de politisation et donc de désarmement de la mouvance, puisque nous avons une force politique qui était par exemple Corsica Nazioni à l'époque. Et ce qu'il m'a toujours expliqué, parce qu'on en a souvent parlé, lui et moi, c'est que le ministre de l'époque lui a demandé de montrer une puissance militaire. Et donc ils se sont retrouvés armés jusqu'aux dents, pour la plupart. De fait, en montrant cette puissance de feu, le FLNC a obtenu le contraire de ce qui était souhaité, c'est-à-dire qu'au lieu de tendre vers le dépôt d'armes et la politisation du mouvement, va rencontrer une guerre directe avec l'État, parce que le Français lambda, qui ne connaît pas la Corse, pour lui, c'était un acte de guerre. Depuis le début de l'année, en Corse, il y a eu 6 homicides et 3 tentatives d'assassinat. Mercredi soir, c'est un responsable du MPA, Pierre Albertini, qui était abattu par un l'assassinat de Franck Mozzi de celui de Jean-François Philippi, 48 heures plus tôt, mais aussi de celui de l'ancien Robert élu, Sozzi en juin maire et conseiller 93. général UMP de la ville, était en train de descendre de son véhicule quand 2 hommes s'approchent d'elle et font feu. Ces clans qui s'affrontent pour le contrôle des territoires, c'est lié à la spéculation immobilière, c'est lié au trafic de drogue, c'est lié à ça, et c'est quelque chose qui me fait très peur pour l'avenir de l'île. Après, je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont envie d'avancer, il y a des gens qui ont envie de travailler ici sereinement. Et voilà, le fait d'associer systématiquement la Corse au grand banditisme, ça aussi, ça pose problème. La Corse ou la population s'inquiète de cette culture des armes, à l'origine d'un nombre lui aussi record, celui d'homicides par arme à feu. Le grand danger des médias, c'est qu'il y a l'information qui se fait dans la région elle-même. Tout d'un coup, il y a un assassinat, ça nous choque énormément, mais on sait mesurer quel est le rapport de cet assassinat à la réalité de la vie en Corse. C'est d'ailleurs un des problèmes, parce que des fois, on peut être amené à trop relativiser et à banaliser le phénomène. C'est dangereux aussi, mais voilà. Vu de l'extérieur, vu de Paris, de Londres, de Berlin, quand on parle de la Corse, on ne sait pas ce que c'est que la vie quotidienne en Corse. On ne parle de la Corse dans ces régions-là que lorsqu'il s'y passe quelque chose de grave, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit, en Corse, il n'y a que des attentats et des assassinats. Et donc, tout d'un coup, on peut être amené à avoir une vision apocalyptique de l'île. Il y a donc quelque chose qui est inévitable, c'est le traitement de l'événement à chaud. Ça, c'est toujours inévitable. Et la violence fait l'événement, c'est un fait. Mais il y a un tort des médias, c'est effectivement de ne pas faire suffisamment confiance aux gens sur place, de ne pas entretenir suffisamment de correspondants locaux, et quand il y a des correspondants locaux, de ne pas leur faire confiance. Il y a un sujet qu'il va falloir qu'on traite, c'est la présence d'armes dans trop de familles en Corse. Et ça, ce n'est pas tolérable. Je dis d'armes légales. Je ne dis même pas d'armes illégales. Je dis d'armes légales. Il y a sur cette île un niveau de détention des armes qui est insupportable. La violence ne fait pas partie d'une culture. Même pour l'amoureux de Mérimée que je suis, qui connaît vraiment dans le détail, et Matteo Falcone et Colomba, ça peut être des sujets pour la littérature, ça pouvait être une actualité du 19e siècle, ça ne peut pas être une actualité du 21e siècle. Je pense que lorsque Nicolas Sarkozy dit ça en 2012, c'est simplement une manifestation, un exemple parmi d'autres de la rhétorique sécuritaire, consistant à s'opposer. Je suis moi un rempart, je suis la sécurité. Donc je viens vous dire qu'il y a un problème d'armes à feu en Corse, comme je vais vous dire qu'il y a un problème de violence en banlieue, comme je vais vous dire qu'il y a une mafia à Marseille, ou que sais-je. Voilà. C'est un exemple simplement de cette posture, de cette rhétorique sécuritaire, et de cette posture d'autorité, consistant à venir et à dire « vous allez voir, moi je vais régler un certain nombre de problèmes ». Et alors, quoi de plus simple, plutôt que de rentrer dans le détail d'une analyse de pourquoi il y a telle ou telle forme de violence à tel endroit, quoi de plus simple de dire juste il y a trop d'armes à feu. Bon, voilà. Je pense que c'est ça la principale raison. Derrière ça, il y a d'autres problèmes. Il y a notamment celui de la légitimité ou pas de l'usage des armes, de la symbolique des armes, mais
ce type de posture politique ne s'embarrasse pas du tout de ça, il ne rentre pas dans ces détails. Encore une fois, le seul objectif, il faut se demander, au fond, quand un homme politique prononce une petite phrase de ce genre-là, il faut se demander à qui elle s'adresse. En réalité, elle s'adresse aux gens qui ont peur en disant votez pour moi et je vous protégerai. Oui, je voulais, quand M. Sarkozy, le président de la République, est venu ici, il dit qu'il y avait trop d'armes légales. À mon avis, il a peut-être oublié que s'il y avait des armes légales, c'était le préfet qui les avait accordées. Par conséquent, lui, le préfet, jouant au nom du président de la République, c'était donc Sarkozy lui-même qui les avait accordées. Donc, sur les armes réglementaires, je pense qu'on se trompe et qu'on veut faire l'amalgame entre les armes réglementaires et les armes qui ne le sont pas et que vous trouvez dans la rue. Si vous voulez tirer, vous devez adhérer à un club. Pour cela, il faut un certificat médical disant que vous êtes sain de corps et d'esprit. C'est évident qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui est un petit peu fatigué et qui, avec une arme à la main, pourrait faire des dégâts. Ça, c'est pas tant. Il y a un petit examen à passer, etc. Et un chèque à donner pour le président du club, évidemment. Pour que la machine tourne, il faut un peu d'argent. Bien. Là-dessus, le président du club passe par la Ligue, qui passe par la Fédé, et en retour, il y a une licence. Cette licence est une petite carte qui dit que vous êtes licencié pour l'année, évidemment, et qui dit que vous êtes surtout assuré. Et ça, c'est important. Et ça vous permet, grâce à ça, et à la participation que vous aurez sur le terrain, d'acheter des armes. Les tireurs, dans toute la France et Navarre, donc, peuvent avoir jusqu'à 12 armes. Ça, il faut le savoir. En Corse, il y en a très peu qui ont 12 armes. Par contre, sur le continent, je ne dirais pas où, il y en a beaucoup qui ont leur quota de 12 armes bien rempli. Alors, pour un tir de 5 cartouches à 25 mètres, tir de précision, chargé. Tirez. Nous, en Corse, on a des armes, c'est vrai, mais c'est des armes qui sont homologuées. Je ne parle pas des autres, hein. Les armes qui sont homologuées, ça c'est à la police de faire leur boulot. Qui sont homologuées, et les gens chez moi reçoivent une formation. Tout doucement. Tu es là, et quand tu es là, tu appuies tout doucement, jusqu'à ce que tu sois surpris par le départ du coup. Tu maintiens. Que ce soit avant, en dehors du terrain ou sur le terrain, ils reçoivent une formation où on leur explique qu'une arme est dangereuse et qu'on ne doit pas faire n'importe quoi avec, et que surtout, ils doivent arriver avec leur mallette fermée, avec l'arme à l'intérieur et les cartouches à part. Donc, il faut respecter la réglementation, et c'est ce que l'on fait dans tous les clubs. D'ailleurs, dans les exactions qui sont commises, on n'a jamais vu un tireur ayant une licence tirer avec une arme réglementaire. On n'a jamais vu ça. En tant que directeur de pas de tir, ça sert aussi à conseiller les gens et éventuellement les aider même à régler leurs armes. Je crois qu'en premier lieu, moi je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont des armes parce que c'est ça elles leur plaisent. Elles leur plaisent. Il faut une arme, c'est beau. Une arme, ça peut être très beau. Il y a des armes qui sont des beautés techniques. Je pense que les Corses sont plus amoureux de la possession d'une arme. Plus qu'amoureux... Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arme. C'est son histoire, c'est où elle a été fabriquée, comment on peut la démonter, à quoi elle a servi, combien de coups elle pouvait tirer, comment fallait-il la nettoyer, etc., etc. L'arme à feu concentre tout le génie, tout le savoir-faire de l'homme pour inventer des systèmes de plus en plus perfectionnés et qui permettent d'assassiner son voisin à coup sûr. Sous Pascal Paoli, on dit qu'il y avait 200 artisans qui travaillaient le fer et qui forgeaient des armes. Il y a eu des armes qui ont été forgées à Pédigroge, ou alors du côté d'Alesagne ou à Sazzone. Après, il y avait une famille qui s'était venue s'installer, il s'appelait Catani.
Et il faisait de bonnes armes, et l'expression elle est restée « Awe una gadana ». Quand on disait « Awe una gadana », c'est-à-dire qu'on avait un pistolet, mais de bonne qualité. Agatane, on dit en Corse Agatane, c'est quoi Agatane? C'est un pistolet, mais parce que c'était la famille Catani qui, les premiers, sont arrivés, on pense avec Pasquale Paoli, pour monter des ateliers de fabrication de platines et d'armes en Corse. Parce que c'est très difficile à faire une platine et un canon. Bon, la mise en bois, les garnitures étaient faites par des ferblantiers, des forgerons locaux. Il y a eu énormément dans le Cap, en Castaniche beaucoup, dans le Sartenay. On a fabriqué, partout où il y avait un maréchal ferrant, une forge, on a fait des armes. J'ai choisi l'armurerie parce que j'étais déjà dans la mécanique. Et c'était un moyen créatif et toujours dans la mécanique pour s'exprimer. Au quotidien, ça se traduit par de la réparation, par de l'entretien, par de la fabrication de pièces diverses et variées en fonction des types de fusils ou d'armes sur lesquels on travaille. S'installer en Corse, c'est avant tout un choix personnel. Je dirais que c'est une région où on y trouve, comme ailleurs, de la chasse et du tir sportif. Donc à partir de là, il faut essayer de conquérir sa clientèle et de la satisfaire, quoi. Ni plus ni moins. On porte un projet auquel on croit et on arrive et on dit bonjour, je vais vendre des armes. Bon, effectivement, la personne en face est un petit peu surprise. Si on rajoute oui, mais j'en vends pas tellement, j'en fabrique essentiellement, voilà, c'est d'autant plus surprenant pour le banquier ou le conseiller en création d'entreprise. Mais finalement, une fois bien renseigné et une fois qu'on a les éléments à la création de l'entreprise, je veux dire, les a priori tombent. Voilà, les a priori tombent parce qu'on voit qu'il y a de la volonté, qu'il y a du travail et que finalement, bon, bah, de toute façon, du moment où le cadre légal existe, il n'y a aucun obstacle. Mais c'est général, les armes en général, c'est la confusion. Rien que dans les films, dans la télévision, dans les jeux vidéo, les armes sont omniprésentes. On ne passe pas une journée sans pouvoir voir 10, 15 armes. Si on regarde à la fin d'une journée, on a regardé un film, on en a vu au moins déjà 15. Donc finalement, on est sollicité, oui, par tout ça. Après, que c'est une influence sur certaines jeunes personnes. La très très grande majorité des jeunes en Corse sont exactement comme sur le continent, des gens qui n'ont absolument aucun rapport, si ce n'est un vague souvenir familial, le fusil du grand-père, ou des choses comme ça. Mais ils sont, comme les jeunes de leur époque, socialisés dans ce qui est la culture dominante d'aujourd'hui, du début du XXIe siècle, qui est une culture où il n'y a pas de présence pour les armes à feu. Les armes à feu, c'est des jeux vidéo. Et il ne faut pas non plus fantasmer le fait que ce virtuel viendrait se mélanger à la réalité. C'est pas vrai. Hein. J'entends quantité de discours plus alarmistes les uns que les autres sur tous ces jeux très violents, de guerre, etc. Je suis désolé, il y a des centaines de millions de gens qui passent un certain nombre d'heures à jouer, à tirer sur des machins, qui tuent le plus de gens possible, etc. Tous plus réalistes les uns que les autres. En aucun cas, ça ne déclenche nulle part de flambée de violence. C'est une sottise. Vous allez nous voir écouler. Allez, venez. Alexandre. Alors on tire parce que c'est une tradition chez nous. Moi je sais que la première fois que j'ai vu donc, une photo de mon grand-père, il était en train de tirer, il était juste là, à côté de l'église, il était en train de tirer, ils n'étaient pas encore en habit. Mais je ne pourrais pas vous dire exactement depuis quand ça remonte, mais je sais que ça fait maintenant bien longtemps. Mon grand-père a tiré, mon père a tiré avant moi. Je tire aujourd'hui et j'espère que mes enfants tireront aussi. On tire donc des balles à blanc. Il n'y a aucun risque, il n'y a jamais eu aucun problème. Et ça symbolise notre joie de perpétuer notre tradition et la résurrection du Christ. C'est nos armes. Bon, moi, je chasse pas. Donc, c'est un cousin qui me l'avait donné quand j'étais plus jeune. J'ai jamais chassé. Donc, une fois par an, je la sors, je tire avec, je la nettoie, et puis je la ressors l'année d'après. Mais les autres sont chasseurs en général.
Donc c'est les armes personnelles et la confrérie nous fournit les cartouches à blanc. En léguant son arme, en général un fusil de chasse, hein, et pas un revolver, et pas une kalachnikov, un fusil de chasse, j'y tiens. On donne aussi l'autorisation et le devoir à la génération suivante de perpétuer cette protection familiale. Voilà. C'est tout simplement un legs et une passation de pouvoir, d'une certaine manière. Voilà, c'est pas l'autorisation d'aller tirer sur le voisin, c'est pas ça du tout. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus intime, c'est d'ordre de l'intime, voilà. C'est vrai que dans les années 90, quand il y a eu beaucoup d'assassinats, l'Église de Corse s'était dit il faudrait interdire les armes dans les cérémonies religieuses. Ça n'a pas lieu d'être. Il y a même une contradiction. Et donc, l'évêque, à l'époque, avait préconisé qu'on interdise les armes, enfin, demandé à tous les fidèles de ne plus prendre des armes dans les cérémonies. Les gens de Cargès ont toujours refusé. Il était certainement très intelligent et très ouvert d'esprit, mais il n'avait rien compris. C'était pas du tout ça. Nous, c'était vraiment quelque chose où on perpétue une tradition, on tire à blanc. Il n'y a vraiment aucun problème avec les armes à feu de ce côté-là. Je ne pense pas qu'on soit la cause des problèmes que traverse la Corse par notre procession, quoi. Je pense que c'est un peu plus grave que ça. Nous, on fait juste ce que nos grands-pères faisaient et puis ça s'arrête là. Dans l'utilisation plus symbolique lors de messes, de mariages, à Pâques, voilà, pour Noël, etc. L'arme à feu, c'est ce qui fait du bruit, comme les crécelles, voilà, et c'est ce qui va nous permettre d'éloigner les mauvais esprits. Voilà. Donc il y a un côté là aussi, l'utilisation de l'arme qui va être vraiment symbolique. Il n'y a pas de mise en valeur, si vous voulez, mais il y a un rôle à jouer et on ne donne pas une arme à n'importe qui et on ne va pas l'utiliser à n'importe quel moment. Donc forcément, il y a ce que l'on peut comprendre aujourd'hui comme une mise en scène, mais en tout cas une ritualisation à un moment donné de l'utilisation de l'arme à feu. Ces rituels participent à l'imaginaire collectif insulaire. Et dès lors qu'ils perdent leur valeur symbolique, pour ne garder que la mise en scène, nous tombons dans la sublimation, le spectaculaire. Lorsque des jeunes vont être en situation de rupture par rapport à la vie sociale ordinaire, cet imaginaire peut devenir une ressource, peut devenir un déguisement au fond, j'ai envie de dire presque. Donc on peut penser que c'est à ce moment-là que pour une petite partie de la jeunesse corse, qui est en mal de repères, qui est en mal d'identité, qui est en mal d'avenir, qui est en mal de construction de soi, d'estime de soi, et bien à ce moment-là, on peut penser que aller chercher dans ce répertoire imaginaire et aller prendre le symbole de l'arme, c'est un élément d'affirmation, de réaffirmation, de construction, essentiellement pour des hommes, évidemment. C'est un élément qui est très connoté à de la masculinité, à de la virilité. Donc c'est là qu'on va trouver ce phénomène. Je répète qu'on le voit, il n'est pas du tout propre à la Corse, on le voit ailleurs. On peut juste penser qu'il est d'autant plus fort en Corse, d'une part donc que cet imaginaire est fort, et d'autre part que, rappelons-le aussi, on ne le dit jamais, derrière la façade, la vitrine de la Corse touristique, il y a aussi une situation sociale très dégradée en Corse, et il y a une partie de la jeunesse qui, de fait, a des perspectives d'insertion socio-économique extrêmement limitées, pour ne pas dire catastrophiques pour un petit nombre d'entre eux. Plusieurs études effectuées par des sociologues ont dressé un portrait robot type du coupable d'homicide. Selon eux, les caractéristiques sont être un homme jeune, venant d'un milieu modeste ou pauvre, le plus souvent sans activité ou sans emploi, en échec scolaire ou sans diplôme. Donc tous les critères que les sociologues appliquent au portrait robot d'un coupable d'homicide, on les retrouve comme des éléments constitutifs du mal social corse. Effectivement, la Corse est déclarée par l'INSEE dans les années 2000 comme la première région pour le taux de pauvreté, et quand on remonte dans l'histoire, on s'aperçoit qu'elle a toujours été pauvre. La Corse, aujourd'hui,
et la seconde région de France pour le taux d'inégalité. La première région, c'est Paris, la deuxième, c'est la Corse. C'est l'une des premières régions de France pour le taux de chômage des jeunes, depuis très longtemps. C'est l'une des premières régions de France pour le taux de sortie prématurée du système scolaire. Alors ça ne veut pas dire que tous les jeunes qui sont dans cette situation sont des assassins en puissance. Mais ça veut dire qu'une société où il y a ce terreau-là est une société très risquée pour les jeunes, parce qu'un certain nombre d'entre eux sont, plus qu'ailleurs, susceptibles de glisser. Les élus disent que la première cause du fait que nous soyons la région la plus criminogène d'Europe, elle vient de la spéculation immobilière. La deuxième, de l'amour inconsidéré que nous avons pour le fric, c'est-à-dire le recyclage de l'argent sale. Et la troisième raison pour l'ensemble des élus, d'une manière unanime, ce sont les conditions sociales, et en particulier à l'endroit de la jeunesse, chômage, précarité, échec scolaire, etc. Aujourd'hui, il y en a d'autres aussi qui disent « mais si on désarme tout le monde, si on enlève les armes en Corse, les seuls à qui qu'on va pas désarmer, c'est ceux qui ne les ont pas déclarés, c'est-à-dire ceux qui, effectivement, s'en servent, notamment dans le grand banditisme. Parce que s'il n'y avait que les homicides, je dirais, domestiques, on ne serait pas plus élevé que les autres en taux d'homicide. C'est parce qu'il y a un grand nombre d'homicides dans le cadre du grand banditisme qui a des taux d'homicide très importants en Corse. La violence, on va dire de manière générale, est quelque chose qui, dans une société au début du XXIe siècle, en Europe comme la France, est quelque chose où l'arme à feu est très peu présente. C'est aussi quelque chose qui caractérise la plupart des sociétés européennes, et non pas occidentales, mais européennes, puisqu'on a le contre-exemple immédiat, qui sont effectivement les États-Unis. Les armes à feu possèdent une dualité symbolique et historique. D'abord instrument de survie, de protection du foyer, de la famille, de la nation, elles serviront par la suite de démonstration de force. De manière générale, l'idée naïve selon laquelle il y a une corrélation entre la présence ou le taux de détention, on va dire, d'armes à feu et par ailleurs le taux de violence, le taux d'homicide, en tout cas le taux d'usage de ces armes à feu pour régler des conflits interpersonnels, l'idée qu'il y aurait comme ça une corrélation forte ou même une corrélation tout court est une idée fausse. A priori, il y a des gens qui disent les armes, ce sont des objets, elles ne tirent pas toutes seules, ce n'est pas les armes qui font des meurtres, c'est les gens qui les utilisent. Donc le problème de la violence et de l'homicide, il est d'abord dans la tête des gens qui passent à l'acte. C'est vrai. D'un autre côté, c'est vrai que quand il y a trop d'armes, que les gens ont des armes sur eux, que l'arme est très facile d'accès, il y a une capacité de passer à l'acte plus facile pour un certain nombre de gens qui, par exemple, ne contrôleraient pas complètement leurs nerfs, etc. Je pense qu'on n'a jamais été capable d'être très clair avec la jeunesse corse et leur expliquer qu'ils se font du mal et ils ne seront pas plus libres parce qu'ils vont sortir avec le 7,65 du grand-père à la ceinture. La question qui se pose aujourd'hui est celle de la transmission. L'héritage pétri de valeurs et de connaissances, autrefois délivré dans l'intimité du foyer, doit-il aujourd'hui être porté par la société civile? À défaut de léguer des armes à nos enfants, allons-nous leur livrer la seule arme qui offre une issue positive à nos errements, à savoir la connaissance de leur patrimoine, de leur culture, de leur identité. Même des jeunes qui se promènent avec des armes et qui croient que le vendredi soir ou le samedi soir en sortant, il est toujours de bon ton d'avoir le calibre dans la ceinture, ils se trompent de siècle et ils se trompent de Corse. Il y a une Corse qui est, de mon point de vue, très, très, très majoritaire, qui ne veut plus entendre parler de ça et qui veut vivre en paix. Nous
femmes. Nous n'acceptons plus la violence qui ruine la Corse. Elles étaient près de 2000 femmes corses, hostiles à la violence qui gangrène l'île. Elles ont manifesté aujourd'hui à Bastia et Ajaccio à l'appel du collectif Manifeste pour la vie, dont c'était le premier acte. Leur credo est simple, non à la loi des armes, à l'état de non-droit, aux bouches cousues. Avoir une arme sur soi, c'est éminemment dangereux. Parce que si on vous insulte, ben, il faut la sortir. Et si vous la sortez, ben, vous pouvez mourir, vous pouvez tuer, ce qui est pire, mais vous pouvez aussi mourir. Dans un cas comme dans l'autre, c'est terrible. Abbiamo lasciato chitarre e tamburi perché sa musica sa da stanciare. Si morì bene potremo che ora e con la cispra volemo cantare. Noi canteremo sta nuova canzone, tutta la gente la va imparare. E combattiamo re di Urbonia, delle nostre un sa da toccare. A delle nostre un sa da toccare.